Fabrice Tchouamo, un jeune diplômé de 27 ans, rentre à Bafan après plusieurs années passées à Douala, sans emploi malgré ses études en économie. Déçu, moqué par ses amis, il trouve refuge chez sa mère, Maïvette, une paysanne courageuse qui lui ouvre les yeux sur la richesse de la terre qu'il avait autrefois négligée. Dans un village où beaucoup de jeunes fuient l'agriculture, Fabrice découvre un champ abandonné derrière la maison familiale. Déterminé à changer son destin, il décide de se reconvertir et de bâtir un empire agricole à partir de ce terrain vide. Guidé par les sages conseils de Maïvette, l'amour inconditionnel de Diane, une couturière du village passionnée par le développement rural, et l'expérience de tonton Pascal, un éleveur jovial du coin, Fabrice se lance dans la culture du maïs et l'élevage de poissons en bas hors-sol. Face aux défis au manque de ressources, raillerie du village, découragement, il reste porté par sa foi, sa passion, et son rêve de sortir de la pauvreté en inspirant d'autres jeunes à croire en la valeur de la terre. Ce récit puissant mêle amour, courage et reconversion, et nous entraîne dans une transformation spectaculaire, celle d'un champ vide devenu un empire, et d'un ancien étudiant devenu modèle pour toute une génération. La chute et la décision. Le vent soufflait doucement à travers les collines de Bafan, agitant les feuilles de bananier et les tiges de maïs fanées sur les terres laissées à l'abandon. C'est dans ce décor rural que Fabrice Tchouamo fit son retour, un sac usé sur l'épaule, l'air fatigué mais déterminé. Cela faisait 3 mois qu'il avait quitté Douala. 3 mois de silence, de solitude et de réflexion. Il avait tout tenté en ville, les concours administratifs, les stages non payés, les petits boulots mal rémunérés. Rien n'avait fonctionné. Le rêve qu'il avait nourri durant ses années d'études en économie semblait s'être évaporé dans la chaleur poussiéreuse des rues urbaines. En arrivant au village, Fabrice fut accueilli par sa mère, Maïvette, une femme robuste au sourire doux, toujours vêtue de son pagne traditionnel. Elle n'avait pas besoin de poser de questions, le regard de son fils parlait pour lui. Chaque ride sur le visage de Maïvette racontait l'histoire de sacrifices faits pour éduquer son unique enfant. Elle l'embrassa longuement et l'invita à entrer dans la vieille maison de terre battue, modeste mais propre, où l'odeur du feu de bois et des herbes fraîches flottait dans l'air. Les premiers jours furent lourds de silence. Fabrice évitait les regards, sortait peu, et passait de longues heures à regarder les collines depuis le petit banc en bois derrière la maison. Il se sentait vidé, humilié. Les voisins le saluaient poliment, mais il entendait les murmures. Encore un diplômé revenu les mains vides. L'un d'eux, un vieil homme du nom de Nestor, lui dit un jour, « Le papier ne nourrit pas le ventre, mon fils. La terre, elle, ne ment pas. » Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Fabrice suivit sa mère au champ. Elle portait un seau sur la tête et une machette à la main. Ils marchèrent en silence pendant 20 minutes avant d'atteindre une parcelle envahie d'herbe haute. « C'est ici que ton père travaillait avant de mourir, » dit-elle en s'arrêtant. Depuis, plus personne ne s'en occupe. Fabrice regarda autour de lui. Il vit la richesse qu'il avait toujours ignorée, un sol noir, fertile, prêt à être réveillé. Une idée commença à germer en lui. Et s'il pouvait tout recommencer ici? Pas comme un échec de la ville, mais comme un bâtisseur de quelque chose de nouveau. La pensée le hanta toute la nuit. Il n'arrivait pas à dormir. Il se leva, sortit dehors, et contempla les étoiles. Là, sous le ciel limpide de Bafan, il prit une décision. Il transformerait ce champ vide en empire. Le lendemain matin, il annonça sa décision à sa mère. Elle ne répondit pas tout de suite, le regardant longuement. Puis, elle hocha la tête lentement et dit, « Si tu es prêt à te salir les mains, je serai là pour t'aider. » Fabrice se mit à l'ouvrage. Il défricha le terrain avec une machette, jour après jour, sous le soleil brûlant. Les premières semaines furent éprouvantes. Son corps de citadin n'était pas habitué à cet effort. Il avait des courbatures, des ampoules aux mains, mais il tenait bon. Chaque soir, il notait ses progrès dans un vieux cahier. Superficie nettoyée, graines plantées, idées de culture. Il voulait faire les choses différemment, avec une vision. Il commença à faire des recherches sur son téléphone, consultant des vidéos YouTube sur l'agriculture moderne, les associations de culture, et surtout, l'élevage des poissons hors sol. C'est là qu'intervint tonton Pascal. Ancien camarade de son père, il élevait des poissons dans de grands bacs en plastique bleu derrière sa maison. Fabrice l'avait toujours trouvé excentrique. Mais en visitant son exploitation, il fut stupéfait, des centaines de poissons gras, bien nourris, dans un système simple mais efficace. Pascal accepta de le prendre sous son aile. « L'eau, c'est la vie, mon petit.
Et avec les poissons, tu peux nourrir tout un village. Pendant ce temps, Diane, une amie d'enfance, réapparut dans sa vie. Elle tenait un petit atelier de couture près du marché. Curieuse de voir Fabrice dans les champs, elle lui rendit visite. Ils discutèrent longuement. Diane n'était pas surprise par sa reconversion. « Je savais que tu étais différent », dit-elle en lui tendant un morceau de pain de maïs. Peu à peu, leur complicité grandit. Elle l'aidait parfois à planter, lui cousait des chemises adaptées au travail, et lui apportait du moral. Mais tout n'était pas rose. Les critiques fusaient. Certains jeunes du village se moquaient de lui. « Voilà notre économiste devenu paysan », criait-il en passant à moto. Fabrice encaissait en silence. Un soir, découragé, il confia ses doutes à Diane. Elle posa sa main sur la sienne et lui dit « Ce que tu fais est plus noble que n'importe quel diplôme. Continue. » Grâce aux conseils de Maïvette et de tonton Pascal, Fabrice apprit à semer le maïs au bon moment, à fertiliser la terre naturellement, à entretenir ses bassins de poissons. Il bâtit une petite serre avec des bâches et du bois local, et récupéra de l'eau de pluie dans des cuves pour alimenter son élevage. Son champ prit vie. Les premières pousses de maïs sortirent de terre. Les poissons grossissaient. Un jour, alors qu'il récoltait ses premiers épis dorés, Fabrice s'arrêta et regarda autour de lui. Son cœur se serra. Il se tenait là, au milieu d'un champ autrefois vide, désormais verdoyant et plein de vie. Ce champ, c'était lui. Il n'était plus l'ancien étudiant au chômage. Il était un homme nouveau, un bâtisseur. Et ceci n'était que le commencement. Les racines de l'espoir. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis les premières semailles de Fabrice. Le vent de Baffan, à présent plus doux et réconfortant, caressait les jeunes pousses de maïs qui, alignés comme des soldats disciplinés, grandissaient sous le regard attentif de leur cultivateur. Fabrice se levait avant l'aube, commençant ses journées dans la rosée et les champs lointains des coqs. Chaque goutte de sueur qu'il versait lui rappelait que la terre ne récompense que ceux qui s'y consacrent avec patience et amour. L'effervescence de ses débuts s'était transformée en routine disciplinée. Il avait appris à observer les moindres signes de ses plantes, à reconnaître le chant des insectes, à interpréter les humeurs du ciel. Il notait tout dans son carnet, qu'il appelait affectueusement son journal de la terre. Son petit champ, autrefois envahi par les herbes, respirait désormais la vie. Au cœur de ce renouveau, les premiers bacs à poissons avaient été installés, sous les conseils avisés de tonton Pascal. Fabrice avait creusé lui-même une tranchée pour diriger l'eau de pluie vers ses cuves. Il avait trouvé des bâches résistantes dans un marché voisin, recyclé des tonneaux, et utilisé du bois local pour créer un cadre stable. Les poissons, encore minuscules, nageaient dans leur nouvel habitat. Chaque jour, il leur parlait doucement, comme s'il comprenait son rêve. Il les nourrissait avec soin, surveillait leur comportement, et notait chaque évolution. Ce n'était pas seulement de l'élevage, c'était une relation vivante avec la nature. Sa mère, Maïvette, n'était jamais loin. Elle le regardait souvent en silence, émue par cette métamorphose. Elle se souvenait du jeune homme revenu les épaules basses, aujourd'hui debout, fort, rayonnant d'une lumière nouvelle. Elle l'aidait discrètement, apportant de l'eau, conseillant sur les semences, lui chantant parfois de vieux airs bamilékés pendant qu'il travaillait. Mais c'est avec Diane que les racines de son espoir prenaient toute leur force. Leur complicité était devenue profonde. Elle venait régulièrement au champ, aidant à repiquer les semis, proposant des idées de présentation des produits pour le futur marché. Ensemble, ils rêvaient d'un petit kiosque en bord de route pour vendre le maïs et les poissons, d'une marque locale, d'un jour où d'autres jeunes suivraient leur exemple. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient à construire un second bac, la pluie se mit à tomber. Au lieu de courir s'abriter, Diane leva les bras au ciel et tourna sur elle-même en riant. Fabrice la regarda, émerveillé. Trempés, ils s'assirent sous un abri de fortune, et ce jour-là, il lui avoua ses sentiments. Elle ne répondit pas tout de suite, mais posa sa tête sur son épaule, en silence. C'était un oui plus fort que 1000 mots. Cependant, tout n'était pas simple. Un matin, Fabrice découvrit des plants déracinés, arrachés sans raison. Il comprit vite, certains jeunes du village, jaloux ou moqueurs, avaient vandalisé son champ. Le choc fut dur. Mais il ne céda pas à la colère. Il replanta. Il renforça sa clôture. Il décida même d'inviter ces jeunes à venir voir ce qu'il faisait, à comprendre plutôt que mépriser. 2 d'entre eux finirent par revenir, et restèrent. Peu à peu, le champ devint un lieu de passage, d'échange. Les anciens venaient prodiguer des conseils,
Des enfants curieux s'asseyaient à l'ombre pour observer, et des femmes proposaient de troquer des semences. Fabrice se transforma en catalyseur d'une renaissance collective. La terre n'était plus un refuge pour les déçus, mais un tremplin pour les visionnaires. Vers la fin de la saison, les maïs étaient prêts pour la récolte. Les épis, gros et dorés, luisaient sous le soleil. Les poissons, eux, avaient triplé de taille. Le jour de la première vente, Fabrice et Diane installèrent une petite table en bois au bord de la route. Ils y déposèrent des paniers remplis de maïs et un seau rempli de poissons vivants. Les passants s'arrêtaient, intrigués. En quelques heures, tout était vendu. Ce soir-là, Fabrice resta longtemps assis dans son champ, les mains pleines de terre, le cœur plein de gratitude. Il regardait les étoiles, celles-là même sous lesquelles il avait fait le vœu de changer de vie. Et dans le murmure du vent, il entendit les mots de son père, comme un souffle, « La terre ne ment pas, mon fils. Continue. » Ainsi s'enracina l'espoir, et commença à fleurir l'empire. Le vent du changement. Les mois passaient, et avec eux, le champ de Fabrice devenait un véritable carrefour d'activités. Là où ne poussaient que des herbes hautes, on trouvait à présent des rangées de maïs en pleine maturité, des cuves d'élevage de poissons bien entretenues, et même une petite pergola construite avec l'aide des jeunes du village. Cette pergola servait de lieu d'échange, d'enseignement et parfois de refuge contre les caprices du climat. Mais ce que Fabrice ne savait pas encore, c'est que son projet allait bientôt dépasser les limites de sa parcelle. Le bouche à oreille avait fait son œuvre. Des curieux, des familles, des anciens, et même des instituteurs venaient découvrir le « miracle de Baffan ». Certains parlaient de lui comme d'un exemple pour la jeunesse. Ce que Fabrice avait vu comme une solution personnelle au chômage devenait un modèle de reconversion. Il se sentait parfois dépassé par l'ampleur que prenaient les choses, mais il restait centré sur sa vision, nourrir, inspirer et faire grandir. Un matin, alors qu'il vérifiait le niveau d'oxygène dans ses bassins, un 4x4 poussiéreux s'arrêta devant sa clôture. 2 hommes en descendirent, l'un en chemise blanche, bloc-notes en main, l'autre en polo, caméra sur l'épaule. C'était un reportage de la télévision régionale. Fabrice, gêné, les invita néanmoins à visiter. Ils filmèrent, posèrent des questions, et promirent de diffuser leur reportage le week-end suivant. Lorsque l'émission fut diffusée, tout changea. Des appels commencèrent à affluer. Des associations agricoles voulaient collaborer, des jeunes diplômés voulaient apprendre, et même la mairie de Baffan proposa un petit financement pour étendre le projet. Fabrice était à la fois honoré et inquiet. Il sentait qu'un tournant s'amorçait. Il ne s'agissait plus seulement de cultiver, mais de structurer, d'organiser, de transmettre. C'est à ce moment-là qu'il prit une décision importante, créer une petite coopérative locale. Avec l'aide de tonton Pascal, de Diane, et de 3 jeunes motivés du village, ils rédigèrent les statuts. Le nom qu'ils choisirent? Terre et Vie Baffan. L'objectif était clair, former les jeunes aux techniques agricoles modernes, développer les produits locaux et créer un réseau d'entraide. La pergola devint leur bureau, et chaque samedi, ils y tenaient des réunions, les cahiers posés sur une table de fortune, avec un tableau noir récupéré à l'école voisine. Diane jouait un rôle central. Elle créa des brochures simples pour expliquer les méthodes d'élevage hors sol, dessina un logo pour leur coopérative, et proposa même une série d'ateliers pratiques ouverts aux femmes. Elle voulait que les jeunes filles du village comprennent que la terre ne devait pas être abandonnée aux seuls hommes. Elle cousait aussi des tenues pour les membres de la coopérative, simples, robustes, mais arborant fièrement leurs couleurs. Les résultats furent visibles rapidement. Le champ de Fabrice inspira d'autres initiatives, un jeune lança un projet d'élevage de lapins, une femme âgée relança son potager d'herbes médicinales, un instituteur transforma son jardin en plantation d'arbres fruitiers pour l'école. Un petit mouvement prenait forme, une vague de réappropriation de la terre, de l'espoir, du futur. Mais les épreuves ne manquèrent pas. Lors d'une grande pluie, l'un des bassins céda, perdant plusieurs poissons. Puis, une épidémie affecta quelques rangées de maïs. Et surtout, des tensions naquirent entre membres de la coopérative. Certains accusaient Fabrice de se mettre trop en avant. Il fut blessé par ces accusations, mais ne perdit pas de vue son objectif. Il convoqua une réunion, écouta chacun, reconnut ses erreurs de communication et proposa une gouvernance plus collective. Cette humilité renforça le groupe. Pendant ce temps, son histoire avait dépassé les frontières du Cameroun. Une blogueuse africaine, passionnée par les réussites rurales, avait visité Baffan et écrit un article émouvant sur lui. Les réseaux sociaux s'enflammèrent.
Fabrice reçut des messages du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Des jeunes voulaient en savoir plus, des projets similaires naissaient ailleurs. Il comprit alors que son champ n'était plus seulement à Baffan. Il s'était enraciné dans les cœurs de tout un continent. Un jour, il reçut une lettre. C'était une invitation à un forum sur l'agriculture innovante à Yaoundé. On lui proposait d'intervenir, de raconter son parcours. Il hésita. Il n'avait jamais parlé en public. Il craignait de ne pas être à la hauteur. Mais Diane le poussa doucement. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à partager. À Yaoundé, devant une centaine de personnes, il raconta son histoire. Sa voix tremblait au début, puis s'affermit. Il parla de la pauvreté, de l'échec, du retour au village, de la terre, de la foi. À la fin, toute la salle se leva pour l'applaudir. Ce jour-là, Fabrice comprit que le vent du changement soufflait bien au-delà des collines de Baffan. Il retourna chez lui, humble mais changé. Il retrouva son champ, son carnet, ses bassins, ses plans, son amour. Il savait que les défis ne manqueraient pas. Mais il savait aussi que l'empire qu'il construisait n'était pas fait de murs ni d'argent, mais d'idées, de sueur, d'unité et d'amour pour la terre. Et ça, aucun vent ne pouvait l'ébranler. Ce n'était plus seulement le rêve d'un ancien étudiant en chômage. C'était devenu un mouvement. Une révolution douce. Un empire en marche. Les racines. Le retour de Fabrice à Baffan, après son intervention au forum de Yaoundé, fut une célébration discrète mais chargée d'émotions. Alors qu'il descendait du vieux bus, les pieds touchant la terre rouge qu'il aimait tant, un petit comité l'attendait. Diane, les membres de la coopérative, quelques anciens du village, et même des enfants brandissant des pancartes faites à la main. Bienvenue notre héros. Fabrice rougit, baissa la tête, mais son cœur débordait. Il passa les jours suivants dans une sorte de silence actif. Chaque geste, chaque tâche sur le champ reprenait un sens nouveau. Il n'était plus seulement un travailleur de la terre, il était un porteur de voix, de rêves, d'avenir. Il nota de nouvelles idées dans son carnet. Création d'une radio communautaire, plantation d'un verger éducatif, mise en place d'une plateforme numérique pour relier les jeunes agriculteurs du Cameroun. Sous la pergola, l'effervescence était constante. Les réunions de la coopérative prenaient une ampleur inédite. De nouveaux membres affluaient chaque semaine. Certains venaient de villages voisins, d'autres avaient vu le reportage ou lu l'article viral. Un jeune venu de Fumbo déclara « J'ai tout quitté pour apprendre ici ». Cette phrase bouleversa Fabrice. Il comprit qu'il devait structurer encore plus son initiative. Il lança un programme de mentorat. Chaque membre expérimenté encadrerait un nouveau. Diane proposa d'introduire un système de fiches pédagogiques et de tutoriels vidéo en langue locale. Tonton Pascal organisa des démonstrations d'alimentation des poissons. Maïvette, fidèle au poste, continua de transmettre les savoirs ancestraux, mêlant proverbes et techniques de compostage. Peu à peu, Terre et Vie Baffan prit des allures d'école à ciel ouvert. Les collines résonnaient du bruit des bêches, des éclats de rire, des chants de travail. Une journaliste européenne en visite s'étonna. Ce n'est pas une ferme, c'est une ruche humaine. Mais l'un des plus beaux projets naquit d'un rêve partagé entre Fabrice et Diane. Un centre de formation agricole, accessible, gratuit, enraciné dans les besoins du terrain. Ils baptisèrent le projet l'École des Racines. Le terrain fut offert par un ancien chef du village, admiratif du travail accompli. Tous mirent la main à la pâte. On construisit les salles avec des matériaux locaux, on décora les murs de fresques représentant les saisons, les récoltes, les visages des anciens. Le jour de l'inauguration, les enfants chantèrent un hymne composé pour l'occasion. Diane, rayonnante, lut un poème. Fabrice, les yeux brillants, coupa le ruban avec une paire de cisailles usées, symbole de simplicité et de grandeur. Dans l'assistance, on pouvait lire l'émotion sur chaque visage. Une terre autrefois désertée devenait un lieu de transmission. Mais la vie, toujours imprévisible, apporta un défi de taille. Le gouvernement annonça un projet d'exploitation minière dans les collines avoisinantes. Ce projet menaçait les sources d'eau, les cultures, et la stabilité du sol. La communauté fut sous le choc. Fabrice convoqua une réunion d'urgence sous la pergola. Les voix s'élevèrent, certaines paniquées, d'autres en colère. Il écouta, nota, puis demanda le calme. Nous avons semé l'espoir. Nous devons maintenant le protéger. Il proposa une campagne d'information, des pétitions, une lettre ouverte signée par les membres de la coopérative. Diane organisa une exposition photo montrant l'impact positif de leurs activités.
Les enfants rédigèrent des lettres pour les autorités. Les anciens rappelèrent les liens sacrés entre la terre et les ancêtres. Les médias locaux reprirent l'affaire. Une délégation du ministère fut dépêchée sur place. En visitant le champ, les bassins, l'école, ils comprirent qu'ici, il ne s'agissait pas de simples terres, mais d'un écosystème vivant, social, éducatif. Finalement, après des semaines d'attente, le projet fut suspendu. La vallée de Baffan était sauvée. Ce fut un soulagement immense. Fabrice pleura ce jour-là, seul, sous le manguier, en remerciant le ciel. Les mois suivants furent consacrés à renforcer la résilience. Des systèmes de collecte d'eau de pluie furent installés. Un partenariat fut signé avec une université pour appuyer les recherches agricoles. Des jeunes partirent former dans d'autres régions. D'autres revinrent, porteurs de nouvelles techniques. Baffan était devenu un phare. Et puis, un soir d'harmattan, Fabrice s'assit avec Diane sous la pergola. Le vent soulevait doucement les rideaux de tissu. Il la regarda longuement, puis sortit de sa poche une petite boîte en bois. À l'intérieur, un anneau sculpté par un artisan local. Il ne dit rien. Elle ne dit rien. Mais leur regard parlait de projets, de foi, de racines communes. Ainsi s'achève ce récit. Celui d'un ancien étudiant au chômage, revenu au village le cœur vide, et qui, par amour pour la terre, pour son peuple, pour la vie, a bâti un empire sans mur, mais aux fondations indestructibles. Un empire fait de semences, de savoir, de solidarité. Un empire où chaque goutte de sueur devient une promesse, chaque graine un avenir. Et à Baffan, quand le soleil se lève, on dit désormais, là où Fabrice a planté, l'Afrique a grandi. Morale de l'histoire, là où l'on plante l'espoir. À travers les collines rouges et fertiles de Baffan, le destin d'un jeune homme s'est enraciné dans un sol que beaucoup avaient appris à mépriser. Fabrice Tchouamo, autrefois diplômé perdu, est devenu le visage d'une révolution douce, d'une renaissance portée non pas par la force, mais par l'amour de la terre, la patience des semences, et la foi en un avenir possible. Son histoire nous rappelle une vérité trop souvent oubliée, la terre ne ment pas. Elle donne à celui qui la respecte, elle élève celui qui la sert, et elle guérit ceux qui y reviennent avec humilité. Là où Fabrice voyait au départ un champ vide, il a découvert un monde en attente. Une promesse silencieuse, offerte à celui qui saurait l'écouter. Ce que la ville lui avait refusé en reconnaissance, autonomie, fierté la nature le lui a offert avec lenteur, mais avec force. À chaque goutte de sueur, à chaque rangée de maïs, à chaque poisson nourri, Fabrice reconstruisait bien plus qu'un champ. Il reconstruisait sa dignité, son identité, sa vocation. Il prouvait qu'on peut être grand sans costume, qu'on peut inspirer sans titre, qu'on peut bâtir sans briques. Mais il n'était pas seul. Sa mère, Maïvette, gardienne des savoirs anciens, fut son ancrage. Diane, son amie, son amour, fut son souffle et sa lumière. Tonton Pascal, le pragmatique, lui transmit les clés du concret. Et peu à peu, toute une communauté se leva, inspirée par un seul acte, celui de croire en la terre. Ce que Fabrice a semé, ce ne sont pas que des graines. Ce sont des idées, des valeurs, une philosophie de vie. Il a montré que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais un point de départ. Que le chômage ne tue que lorsqu'on abandonne. Que la jeunesse, armée de courage, peut transformer les ruines en richesses. Sa coopérative est devenue un écho vivant de ce message. Son école, un lieu où les générations s'embrassent pour faire pousser le futur. Et son histoire, racontée bien au-delà des frontières de son village, résonne comme un cri d'espoir dans les oreilles d'un continent en quête de sens. La morale de cette histoire, c'est que le véritable empire ne se construit pas avec de l'argent, mais avec de la volonté. Pas avec des armes, mais avec des outils. Pas dans les villes lointaines, mais sur le sol que l'on foule chaque jour. L'empire de Fabrice n'a pas de palais, mais il a des racines. Il ne cherche pas à conquérir, mais à nourrir, à élever, à transmettre. Et lorsque les vents du doute soufflent, lorsque les tempêtes menacent, c'est dans ces racines que réside la force. C'est dans les regards échangés sous une pergola en bois, dans les rires des enfants autour d'un bassin de poissons, dans les champs de moisson au lever du jour, que l'on trouve l'écho d'une Afrique debout, fière, bâtisseuse de son propre destin. Car en fin de compte, la plus grande richesse, c'est de savoir que l'on a laissé un sillon derrière soi. Un sillon où d'autres pourront marcher. Où d'autres pourront semer à leur tour. Fabrice n'a pas seulement transformé un champ. Il a transformé des mentalités. Il a rappelé que l'agriculture n'est pas un refuge pour les vaincus, mais un levier pour les visionnaires.
Que la terre ne doit pas être vendue aux plus offrants, mais offerte aux plus audacieux. Et ainsi, au cœur de Baffan, entre les feuilles de maïs et les reflets des cuves d'élevage, entre les mots silencieux d'un regard amoureux et les cris enthousiastes d'une jeunesse éveillée, est né un empire. Un empire sans mur, mais aux fondations éternelles. Un empire où chaque graine plantée devient une étoile. Un empire où la sueur devient source. Un empire où la foi devient futur.